bonjour à tous, bienvenue pour cette nouveau... On recommence. Et peut-être en face... On recommence. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Digitalmen. Aujourd'hui, on vous parle print on demand. Alors c'est vrai que depuis Gutenberg, les livres ont bien changé, le côté statutaire est bouleversé et nous arrivons aujourd'hui devant une ère nouvelle où la culture devient presque un bien de consommation. Nous allons donc aborder avec Pascal aujourd'hui et Lionel tous ces points autour du print on demand. Amazon m'a tué, c'est directement le titre de cette vidéo. C'est parti. Alors aujourd'hui, on vous a parlé dans l'intro, vous le voyez en titre, on va parler du livre numérique et d'un acteur qui aujourd'hui prend une place très importante dans nos parcours d'achat digitaux, qui est l'acteur Amazon, qui s'implante dans beaucoup de pays et qui a une technologie qui va probablement bouleverser un certain nombre de nos usages. Alors c'est très anxiogène évidemment pour les éditeurs, pour les auteurs, pour les libraires. On va voir ensemble dans ce marché qui est finalement un marché qui est pratiquement 2 fois plus important en chiffre d'affaires dans le monde que le marché du jeu vidéo. Totalement. Donc on est à 125 milliards, je crois, de dollars. Un petit slide vous le Oui, dira c'est tout à le l'heure. troisième marché de jeux vidéo par rapport au bouquin. Exactement. Donc bon, et on va regarder bien sûr ces nouvelles technologies qui viennent nous disrupter notre parcours habituel. Ah oui, on utilise toujours les mêmes mots. Oui, ça revient. C'est pour ça que les buzzwords, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc oui, alors vous voyez, vous verrez quelques slides sur le marché. Et donc Pascal est venu nous parler plus précisément de l'impact que ça a pour les libraires, leur mutation, et puis les différents acteurs de la chaîne de production du livre. Alors, ça commence, on en a parlé un petit peu pour préparer cette émission, ça commence surtout sur l'histoire un peu du print on demand. Qu'est-ce que c'est que le print on demand? On connaît la vidéo on demand, on connaît la musique on demand, mais ce print on demand, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Alors, le print on demand, ça existe finalement depuis pas mal de temps, et c'est né au Japon, parce que ça s'est mis en place par rapport à un besoin qui était le manque de place, justement. Les échoppes au Japon étant trop petites pour gérer les stocks et la norme de publication trop important, il a bien fallu trouver un moyen de concilier tout ça. Et en 2002, donc, les premières machines, les premiers besoins, les premiers modèles sont arrivés sur le print on demand au Japon. Ça a commencé à changer un petit peu toutes les choses, à faire que le stock pouvait diminuer, qu'il y avait des prix qui pouvaient se contracter. C'était une manière de diminuer tous les problèmes de loyer, de personnel, de mise au pilon, etc. Bien sûr. Donc voilà. Mais finalement, ça existe depuis longtemps. J'avais entendu parler aussi que l'Amérique du Sud avait été très friande dans ces années-là pour faire du print on demand. C'était pas un problème autour de la langue également? Alors, oui, là c'est une autre problématique, c'est un autre besoin, c'est-à-dire que le continent sud-américain, il est vraiment très très large. Il y a déjà 2 langues très fortes. Il y a beaucoup d'éditions qui étaient produites aussi en Espagne. Le pays. Et qu'il fallait faire voyager. Voilà, donc il y avait des hein. coûts de transport, de logistique. Donc finalement, l'arrivée du numérique, ça permet que l'information circule librement et au niveau des traductions d'être prise en compte tout de suite. Donc bon voilà, c'est vraiment de la facilité d'usage et ça correspond à une demande et du coup c'est la demande qui fait que le livre existe et non plus l'offre. C'est là aussi on commence à aller vers des flux tendus. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est un besoin qui est exprimé avant tout par les usagers premiers du livre, qui ont besoin à l'instant T du bouquin sans pour autant avoir toute cette contrainte. Voilà, et qui trouvent, grâce au numérique, tout ce qu'il faut pour pouvoir aboutir à leur recherche. D'accord. Ce qui est super intéressant en fait, en termes d'offres de catalogue. Mais est-ce que l'évolution de ces technologies, moi j'ai entendu parler, je discutais encore il y a très peu de temps avec quelqu'un de chez Xerox, puisque c'est eux qui sont les inventeurs de l'Expresso Book Machine. Est-ce que l'évolution de ces technologies a fait vraiment violemment baisser le coût du livre et les seuils de rentabilité? Alors, en tout cas pour le marché français, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre numérique, par rapport à tout,
la chaîne de l'auteur, de l'éditeur, etc. reste toujours pérenne. Donc ça n'a pas... Évidemment, il n'y a pas de stock, évidemment, il y a moins de gestion tout autour, mais pour autant, le livre numérique reste cher et en même temps, je crois que c'est un frein aussi sur l'achat. Il est perçu. On voit très bien que finalement, le livre numérique, il ne monte pas tellement au niveau du pourcentage. Oui, on en Ça, parlera c'est tout à l'heure. un Oui. problème, effectivement, parce que l'objet statutaire par rapport à ce qu'on pourrait avoir en consommation culturelle de base, effectivement, une déperdition de valeur. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation qu'on trouve le prix, le tarif trop cher. Enfin, grosso modo, que ça coûte trop cher voilà. en démat. Et puis, il reste après aussi le fait que le livre est un objet d'émotion. Le livre papier. Oui, le livre papier. Donc, c'est pas le même usage. Enfin, voilà, ça correspond à des besoins, par exemple, dans le milieu universitaire, ou pour des grands voyageurs, ou pour des livres rares qu'on ne trouve plus et qui ont été numérisés, etc. Mais la dématérialisation, finalement, du papier n'est pas encore aussi avancée que celle de la musique. Bien sûr, oui, totalement. Voilà. C'est pas les mêmes modèles éco en même voir. temps, effectivement. Pas le même partage, je sais pas. Oui, et puis d'un autre côté, quand on achète un livre numérique, on ne peut pas le prêter. Pas le prêter. Non, au pire, on peut faire des prints d'écran successifs et faire une impression PDF qui nous prend finalement autant de temps que le lire. On ne peut pas la noter, on peut pas... on peut la noter technologiquement parce qu'on a des possibilités en fonction de la numérisation. Ça dépend de la tablette. En fonction de la tablette, en fonction de l'application. C'est vrai que l'usage en termes de surtraçage, de prise de notes est forcément déjà moins tourné utilisateur. Quant à l'aspect social du livre, qui est le partage, effectivement, on va retrouver des fonctionnalités un peu moindres. Voilà, Oui, puis alors on se souvient, il y a quelques années, je crois que c'était l'acteur américain Bruce Willis qui avait été tout à fait embêté et il en avait fait part parce qu'il avait acheté évidemment beaucoup de musique sur l'iTunes Store, donc il avait acheté les titres, mais il se disait, mais le jour où je décède, je ne peux pas les céder. Je peux pas les céder parce qu'ils sont attachés à mon compte personnel. Oui, et donc le livre numérique, on a aussi ce problème-là. C'est vrai que la bibliothèque physique dans un appartement reste un patrimoine. Bien sûr. Avec une transmission intergénération qui est intéressante. Qui fait qu'on va garder les ouvrages qu'on peut avoir de ces aînés et qui font qu'on transmet effectivement une certaine culture, des certaines valeurs familiales. C'est vrai que le livre numérique, là-dessus, de ce point de vue-là, même si ce n'est pas forcément l'objet pur de la vidéo, ça pose des questions de transmission, en effet. Ce qui est intéressant... on invitera un notaire peut-être, un de ces quatre. Oui, voilà, c'est ça. Ce serait intéressant de voir. Non, moi, ce que je voulais dire surtout, c'était, j'ai entendu l'autre jour discuter un éditeur de bande dessinée qui disait que leur seuil de rentabilité pour imprimer une BD, il existe, je crois, par an 7000 titres de bande dessinée qui sortent en France, il évoquait 1500 à 2000 exemplaires pour rentabiliser l'impression d'une BD. Oui. Et qu'avec les nouvelles technologies numériques d'impression, il faisait tomber ce seuil de rentabilité à 20 exemplaires. Oui. Ce qui permettait aux grands éditeurs ou aux grandes librairies spécialisées dans la bande dessinée, justement, de pouvoir encore une fois offrir des produits à leurs clients physiques qui viennent en magasin, avec une vitesse d'impression relativement grande. Alors moi, au niveau du livre en noir et blanc, j'ai entendu parler de 4 ou 5 minutes, pas plus, sur un livre de 150 ou 200 pages. Et bien pour la bande dessinée, c'était un seuil de rentabilité qui était de 20 exemplaires. Et est-ce qu'au niveau de cette technologie, par rapport à un livre papier classique, est-ce qu'on ne serait pas tombé encore moins? J'ai presque entendu parler que finalement, pour une librairie qui possède une Expresso Book Machine par exemple, un seul exemplaire est tout à fait rentable. C'est-à-dire que le coût d'impression d'un seul exemplaire, quand le livre rentre dans la chaîne de distribution, eh bien, le prix de vente évidemment est le même que si le livre avait été en stock et imprimé par l'imprimeur de l'éditeur. Mais justement, le coût d'impression ne vient pas gréver justement les différentes marges préalablement le problème, il est dans l'investissement. C'est-à-dire que l'Expresso Book Machine, elle vaut vraiment très cher. Elle est au-dessus de 100 000 €. Il y a une énorme maintenance. Et même les PUF qui ont un énorme fonds de catalogue. PUF, Presse universitaire de France. Buzzword. Non mais les que sais-je, voilà, pour ceux qui... Voilà, il y a quand même 4000 références que sais-je. Et qui en plus, ils viennent d'ouvrir, donc réouvrir, c'est
c'est ça qui est intéressant. Ah oui, ils avaient fermé leur librairie. Ils avaient fermé en 2000, alors que c'est vraiment la référence universitaire par excellence. Ils ont réouvert là il y a 2 mois et ils ont installé donc l'Expresso Book Machine. Il faut savoir que c'est quand même l'école Estienne qui leur prête et qui sont associés aussi à Irénévo, enfin, etc. Mais l'avantage, c'est que en plus de leur que sais-je, ils ont un fonds de catalogue de, je sais plus, 3 millions de titres ou 5 millions, dont 350 000 en langue française, qui peuvent imprimer à la demande sur la machine. Voilà. Donc ça permet de faire tourner la machine et puis ça permet de faire vivre leur catalogue et ça permet justement pour les universitaires d'aller rechercher tout un tas d'ouvrages qui ne sont plus publiés. Donc pour eux qui ont une posture en fait d'éditeurs, d'auteurs, d'éditeurs et de libraires et de diffuseurs, oui, c'est rentable. Mais finalement, quand on regarde tout ce qu'ils ont pu expliquer par rapport à leur investissement, enfin le fait d'aller vers ce modèle, c'est que pour eux, c'est logique puisqu'ils font l'ensemble de la chaîne, mais ils estiment qu'en effet, pour une librairie classique, c'est pas tenable, c'est pas rentable. Parce que justement, ce dont on parlait en préalable, c'est que le monde de l'édition est pour l'instant parqué sur ses prérogatives et ses positions. Oui, mais qu'ils fassent attention, ils ont un exemple extraordinaire. Pas lâcher leurs fichiers. Ils ont un exemple, alors ils sont un petit peu différents évidemment dans la consommation, mais ils ont un exemple extraordinaire à côté d'eux, c'est quand même le disque. Le marché du disque et le marché de la musique. Alors même si un livre, on va pouvoir le lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 4 fois dans sa vie, et que la musique, on l'écoute peut-être 10 fois par jour. Bon, donc on a une consommation qui est différente. Mais on a un marché qui s'est quand même digitalisé dans la souffrance au niveau de la musique. Ah oui. Ça serait intéressant que le marché du livre comprenne qu'ils sont finalement pas si loin. Mais qui s'est digitalisé dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas perçu le changement qu'apportait le dématérialisé. Parce que finalement, le digital n'a pas tué la musique. Le digital, comme tu le disais souvent, il a tué le support en fait. C'est-à-dire qu'il a juste fait perdre de la valeur à ce qui ne coûtait rien et qu'on valorisait comme étant très cher. Il a tué une chaîne de valeur. Voilà. Il a tué une chaîne de valeur. Et là, c'est pareil. Il y a les imprimeurs, il y a les éditeurs, il y a toute une chaîne de valeur. Et l'impact des parcours d'achat et du digital impacte cette chaîne de valeur. Moi, je voulais parler un petit peu Mais si on fait le parallèle, excuse-moi, je te coupe, entre la musique et le livre, l'éditeur, il est dans le même rôle que le producteur, c'est-à-dire qu'ils sont dans une position, les producteurs étaient et les éditeurs pour l'instant le sont, dans une position dominante où en fait leur idée c'est pas d'influencer, mais c'est eux qui choisissent les auteurs, qui décident si c'est bon au niveau de la publication, s'il faut le faire, pas le faire, enfin ils ont toutes leur c'est les arbitres, c'est les arbitres du marché. Alors, c'est leur valeur, ils veulent rester une maison qui propose des titres de telle sorte. Enfin, oui, c'est-à-dire, voilà, chaque maison a sa couleur. Voilà, chaque maison a ses... Oui, totalement, c'est ça qui est intéressant. Et à juste titre, oui, Fayard ne publie pas ce que fait XO. Enfin, voilà, non, mais dans les faits. De perdre leur identité. C'est une question d'identité. Et là, c'est compliqué, mais la chaîne du digital, elle fait tomber ça chez tout le monde de toute façon. Oui, mais aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Et eux, ils sont encore sur un modèle assez... oui, ancien. Disons le ancien et rétrograde. D'accord, ok, c'est bon, c'est dit. Non, mais c'est moi qui l'ai dit, c'est bon. Les éditeurs, c'est l'élite. Il ne faut pas oublier que c'est l'élite. C'est vrai, mais en même temps, on se retrouve part sur un marché avec 60 000 nouvelles références qui sortent tous les ans environ, enfin c'est à peu près ça, et qui représentent à peine 2 à 3% des ouvrages qui sont présentés aux éditeurs. Donc c'est de cela que l'auto-édition s'est véritablement développée, et que pour autant, il y a une certaine finalement... pas censure, mais sélection très significative de la substance de ce qui est proposé par différents auteurs sur le marché. Donc c'est vrai que là, d'un seul coup, on pourrait se permettre aussi d'avoir de couvrir tout un tas d'auteurs qui ne sont actuellement pas distribués pour différentes raisons et qui sont peut-être aussi en auto-édition et se privant de la capacité médiatique que peut avoir une maison d'édition. Exactement.
Est-ce qu'on a une petite idée quand même dans le livre numérique de sa part de marché, de son évolution? On le voyait tout à l'heure dans un graphique, aujourd'hui ça représente autour de 10%, mais est-ce que l'on a une petite idée sur justement qui achète du livre numérique? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes? Est-ce que ce sont plutôt des personnes plus âgées? Est-ce qu'il y a des enquêtes sur ce sujet? Alors, en fait, on se rend compte que les jeunes reviennent à une habitude de lecture. Bon, évidemment, ils consomment du numérique, mais ils sont très attachés et reviennent vers une habitude qui était plutôt de l'âge de leurs grands-parents, et que la génération des quinquas serait plutôt early adopteurs, mais peut-être aussi parce que les quinquas qui lisent, qui aiment lire et qui sont très occupés, ou voyagent, etc., se servent des outils, et du coup, c'est de la praticité. Ça leur permet de continuer à lire dans les transports, à lire dans les avions, à lire voilà, en déplacement. Mais c'est finalement la génération des millennials qui... Pour une fois, on inverse Rose. C'est assez intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est assez intéressant effectivement. Par contre, je pense que ça a dû développer, il y a eu un reportage sur France 5 assez récemment là-dessus, ça a développé par contre l'envie de lire à un panel de personnes qui ne lisaient pas initialement parlant. C'est-à-dire que la séduction du support a permis de générer aussi un nouveau type de lecteurs qui étaient en attente d'autre chose que le côté statutaire et presque social, des fois du bouquin, qui formait souvent une forme de rejet. Voilà, c'était ça, c'est intéressant. Enfin, je retrouve et ce qui est intéressant aussi, c'est que sans doute ça va passer par... déjà, ça passe par tout ce qui est éducation, enseignement, délivrance de la connaissance, puisque justement le numérique, là par contre, a bien investi toutes les universités, et que ça devient un support qui permet aux profs et aux étudiants de pouvoir structurer les contenus, partager des fichiers et se créer leur propre ouvrage et de devenir des créateurs, des auteurs. Et ça, je pense que ça va aussi permettre à la lecture, même de loisirs, d'être beaucoup plus inscrite dans les habitudes des futures générations. Parce que ça sera initié dès l'école, en fait. Très bien. Voilà. Et en termes, alors, une question que je voulais te poser, c'est en termes de catalogue, entre les dizaines de milliers de titres qui sortent par an, en termes de catalogue, quels sont les titres qui rapportent? Est-ce qu'il y a une périodicité dans l'année? Est-ce qu'il y a des choses qui font il y a une recette miracle pour rendre des bouquins rentables? On va en écrire alors. Oui, parce qu'on va sortir un bouquin, donc on prépare le terrain. Voilà, alors, si vous êtes de Fayard, si vous êtes de Flammarion, que vous souhaitez 2 personnes qui écrivent beaucoup, vous nous contactez, parce qu'on a beaucoup de contenu à l'approche des présidentielles. Mais vous pouvez aussi. Mais nous ne dirons que ça. Vous pouvez aussi débuter, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez maintenant devenir auteur d'un pure player numérique. Comme Amazon ou autre. Comme Amazon, mais par exemple comme Numérique Livre, qui sont des gens qui vraiment sont en train d'évoluer et qui se rendent compte que le lecteur est vraiment attaché encore à la forme papier et qui, de pure player digital deviennent aussi éditeurs papier sur des titres pour justement aller chercher de la visibilité auprès des gens qui ne veulent pas abandonner le papier. À l'instar d'Amazon qui se positionne du pure player aux librairies. Voilà, Amazon qui se positionne en tant qu'imprimeur. Bien sûr. Ce qui est encore plus intéressant. Voilà. Oui, mais là, c'est ce qui motive notre rendez-vous d'aujourd'hui. C'est quand même que l'ogre Amazon est en train de grignoter. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même dans une librairie, puisqu'on parlait de surface, on parlait de nécessité d'avoir beaucoup de stock. Pourquoi avoir beaucoup de stock? Qu'est-ce qui fait qu'une librairie gagne de l'argent? Puisque on sait que dans le livre, les marges sont toutes petites. Alors, et protégées. Oui, puisqu'on est aussi avec la loi Land dans un pays unique. Oui, chez nous. En tout cas, en France. Chez nous. Mais si on prend les chiffres des librairies qui fonctionnent et qui sont installées et pérennes depuis un certain moment, finalement, elles font leur chiffre d'affaires sur 80, 75%, sur du fonds de catalogue, c'est-à-dire qu'elles vendent des ouvrages en un exemplaire unique. Oui. Des livres qui leur sont commandés, etc. Et les vraies périodes où
les 66 000 titres, etc., de nouveautés par an peuvent sortir, c'est Noël, la fête des mères, enfin c'est les moments les saisonnalités de vie, quoi. De cadeaux, et donc là vraiment de partage d'un objet. Alors que sinon, pour qu'une librairie traditionnelle puisse continuer à vivre, il faut vraiment qu'elle s'appuie sur du fonds de catalogue. D'où la problématique de la place, de la gestion des stocks, etc. D'accord. Qui n'a pas vu de reportage sur les énormes surfaces qu'Amazon a pour gérer ses stocks? C'est monumental. Ce sont des terrains de foot remplis génial. de rayonnage avec des livres. Donc évidemment, pour lutter contre ça, c'est un petit peu compliqué. C'est plus facile quand on est propriétaire finalement de devenir libraire aujourd'hui et de s'implanter avec du marché physique, quand on a en plus la capacité logistique finalement de recréer une seconde poste en disant la poste est gentille, mais j'ai mon propre circuit aujourd'hui. Mais finalement, vous savez, on revient à un modèle très très vieux. Puisque c'était, à l'origine, c'était l'imprimeur qui déposait le numéro d'ISBN. Oui. Donc il était éditeur. D'accord. Oui. C'est impressionnant parce que voilà, maintenant c'est l'éditeur qui dépose l'ouvrage. Mais avant c'était le rôle de l'imprimeur. Donc finalement, le cycle est en train de revenir à ses origines. On verra ce que ça donnera. On verra ce que ça va donner dans le futur. Parfait. Alors une autre question, on a vu le livre physique, on sait que sa part de marché est très importante, on a vu le livre numérique, on a vu que sa part de marché progressait, mais finalement était relativement contenue pour tout ce que l'on a évoqué précédemment, mais à l'instar de ce que l'on voit notamment dans la vidéo. On ne regarde pas un film par quelques fans 20 fois dans sa vie. Alors à l'instar de la vidéo, est-ce qu'il n'y aurait pas une émergence d'un troisième marché pour le livre, qui serait le livre à la location, donc comme Deezer, comme l'Apple Music, comme Netflix, c'est-à-dire du book on demand. Je m'abonne pour une certaine somme par mois, et certes en numérique, pas en propriété physique, en numérique, je peux lire tous les titres du catalogue de la plateforme qui recueille mon abonnement. Est-ce que ça, c'est aussi un marché qui pourrait être émergent et qui, là, pourrait aussi changer les habitudes de consommation? Alors, autre question, c'est aussi, est-ce que ça laisse émerger finalement une nouvelle forme d'ouvrage qui serait peut-être la création de contenu sur des bouquins existants, comme des résumés, des avis, des choses plus précises qui permettraient de consommer plus, finalement, en termes de savoir, d'en apprendre plus en un minimum de temps. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme après aussi, deuxième question, de nouvelles rédactions, d'apprentissage, de nouvelles formes de lecture, peut-être un peu plus dans la consommation de l'apport du bouquin plutôt que dans l'exercice facile de lecture totale? Alors, en termes de plateforme, évidemment que ça c'est plus qu'émergent puisque ça existe, et qu'elles se spécialisent aussi dans par rapport à des cibles bien spécifiques. Il y a des plateformes qui sont plutôt dédiées universitaires, il y a des plateformes qui sont plutôt dédiées, on va dire, institutionnelles, collectivités locales, écoles, etc. De ce que note les premiers, c'est 2010, c'était YouScribe. Voilà, ça a débuté à peu près partout dans le monde en plus. 2010-2012. Voilà, exactement. Il y a eu aussi toute une force de numérisation en amont qui a été fait dans les années 2000. Donc le terrain était prêt pour que tous ces ouvrages soient disponibles. Et ensuite, il y a aussi un phénomène qui est venu faire que ça prenne de l'essor, c'est le smartphone. Puisqu'en fait, pas bête, ces plateformes se sont positionnées en appli tout de suite. Se sont positionnées en appli et surtout ont créé des partenariats avec les opérateurs. Ce qui fait que finalement, sur des grands territoires comme par exemple l'Amérique du Sud, ces associations, ces partenariats fonctionnent depuis 2010, 2012, etc. Et le paiement se fait via le téléphone, les livres sont poussés sur les téléphones, etc., etc. Donc tout ça crée un nouvel écosystème qui favorise aussi le développement des plateformes. J'ai entendu qu'Amazon avait aux États-Unis un abonnement à 9,99 € pour une certaine partie de son catalogue numérique qui était donc accessible à la location. Mais ça pose, alors, autant que imprimer un livre à la demande, autant que acheter un livre numérique à un prix fixe. On sent bien que derrière tout ça, il y a une chaîne de valeur, il y a un coût de production, il y a une rémunération juste des auteurs et des différents acteurs de cette chaîne. Mais c'est vrai que si je paye 10 € par mois, alors peut-être que je n'ai pas la capacité avec mes petits yeux de lire 200 livres par mois, mais si je paye 10 € par mois, quid des droits d'auteur? Parce que finalement, on change de modèle. Il va bien falloir couper en petites tranches tout ce que j'aurais consommé dans le mois. Ça, en fait,
c'est des accords entre Amazon et les éditeurs, et après aux éditeurs de se négocier avec ouais. leurs auteurs. Amazon n'est pas En relation directe voilà, dans ce avec cas-là. les auteurs. Parce que, Voilà. Et en fait, je pense que le souci, pour l'instant, c'est vraiment que même encore dans la tête des auteurs classiques, c'est que la première rémunération, elle vient du livre papier. Et ensuite, c'est du plus. C'est du plus, oui. Donc maintenant, les auteurs commencent, moi je commence à lire des blogs où là, ils commencent à râler sévère. Et finalement, il va falloir aussi, à ce niveau-là, changer. Parce que c'est peut-être, du coup, avec tous ces systèmes qui se mettent en place, les règles vont peut-être faire que le numérique et les auteurs vont plus négocier leurs droits numériques. Ça ne sera pas la fin. Ça sera pas du fond de catalogue, quoi, finalement. On le voyait sur un graphique tout à l'heure. C'est-à-dire que les prévisions, les projections pour 2018 parlaient sur un chiffre d'affaires donc de presque 130 milliards de dollars. On avait en projection 20 à 25% de livres numériques. Donc à un moment, on est sur un tournant. Je ne dis pas que le livre papier disparaît, là, c'est pas du tout notre propos. Mais les auteurs et les éditeurs doivent vraiment adapter leur contrat et adapter leur mode de pensée par rapport à l'émergence de cette consommation. On est d'accord. Mais ce qui est révolutionnaire dans notre pays. Oui, mais parce qu'on est au pays. Le droit d'auteur est quand même très figé. Parce qu'on est qu'il est dans la pierre, normé. Et il n'est pas si important que ça. Non, en plus, parce que quand on écrit un ouvrage, on est plutôt... Oui, ça rapporte pas grand-chose. On l'écrit parce que c'est un exercice plaisant. Pour autant, très peu d'auteurs vivent à 100% véritablement bien de ce qu'ils écrivent. Il y en a très peu. Très peu, bien sûr. Ceux qui dépassent quelques dizaines de milliers d'exemplaires régulièrement quand ils sortent un livre. En fait. On n'a pas tous l'occasion d'écrire merci pour ce moment plaisant. Merci François. Quid du prochain. Oui. Et ce ne sont pas ses revenus principaux. Je voulais. Hashtag digression. Je voulais parler. On a fait une vidéo que vous avez peut-être vue avec notre ami Raphaël qui est venu nous parler de retail, qui est déjà sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo. Exactement. Et je voulais parler de l'adaptation finalement qu'imposait l'ensemble de ces nouvelles pratiques et de ces nouvelles technologies, l'adaptation que devaient subir les distributeurs. Parce que, prenons le cas de la France, puisque vous nous écoutez en français, on a Amazon, ça on connaît, mais on a la Fnac, on a Cultura, on a Hachette, on a des grands distributeurs, et puis on a aussi dans des grandes métropoles régionales, on a aussi de très grandes librairies, très installées, et puis on a aussi des petits libraires. Donc toute cette chaîne de la distribution, toute cette chaîne du retail du livre, est-ce qu'elle ne doit pas aujourd'hui, pour résister, pour innover par rapport à cette nouvelle demande et anticiper, complètement transformer, c'est-à-dire le libraire qui lui a les livres en stock et à l'opposé de son voisin qui est le magasin de vêtements qui lui achète son stock et fait des soldes régulièrement, lui il a du livre qui est en dépôt, il a une petite marge, mais demain s'il doit acheter une ou deux machines pour répondre à une demande rapide avec du print en demande, est-ce qu'il ne doit pas vraiment réorganiser ses investissements, réorganiser son accueil de la clientèle, réorganiser son service? Mais alors en fait, le premier exemple, c'est les puffs dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est un embryon de concept store, bookstore. Voilà. Parce que pendant que les gens attendent les gens déjà choisissent sur une tablette le livre qu'ils viennent imprimer. S'ils ont des problématiques sur la tablette, il y a un libraire, il y a une personne qui les aide pour lancer le fichier. Et pendant ce temps-là, vous buvez un café, vous rencontrez d'autres gens, vous pouvez regarder des livres physiques qui sont bien sûr, et vous pouvez échanger. Il y a un lieu de vie, il y a une agora, et toc, on l'a placé. Et donc voilà, mais il faut savoir que la boutique est petite, mais bon, ça peut devenir un Apple Store, pourquoi pas. Bien sûr, oui. Alors en fait, c'est vrai que si on prend le site d'un gros acteur sur le net, culturel. Vous arrivez, vous êtes identifié, on vous connaît, on vous dit la fois dernière vous avez acheté ça, et puis regardez vos petits copains, ils ont laissé des avis sur ça pourrait vous plaire, etc. Donc vous êtes dans un environnement où vous êtes identifié et on vous dit bonjour Lionel, tu vas bien aujourd'hui? Je pense que tu as envie de lire un policier. Ah non, pas du tout, j'ai envie de... C'est la période des vacances. C'est la période des vacances. Oui, parce que vous arrivez dans une librairie,
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est pourquoi? Est-ce que je peux vous aider? Bon, c'est déstabilisant par rapport Bien sûr. à cet environnement cocon, on est pris en charge dans le. Où sur la le data net. nous amène aussi à savoir, Voilà, à connaître exactement. parfaitement Donc le en fait, profil. les libraires, il faut qu'ils essayent de tendre Vers l'humain. ce modèle. Bien sûr, oui. Mais évidemment, il faut agréger de la technologie Bien sûr. dans les magasins. Donc c'est là tout, en dehors du fait qu'ils doivent évidemment fédérer en créant des newsletters, Des en espaces créant de des vie, clubs, oui. en invitant les Les auteurs, conférences, etc. Bien sûr. etc., hein. etc. Ils doivent aussi s'adjoindre la technologie pour reconnaître aussi leurs clients et avec des Google Glass dire « Oh Lionel, vous avez Ou acheté... » des lentilles connectées, ça, à terme. Non, mais là, on est quand même en train de parler de technologie ou de gestion de la data qui n'est pas à la portée d'une librairie de quartier. Non, malheureusement. Non. Mais en même temps, on voit avec le NRF qu'il y a quand même une démocratisation Exactement. des outils qui Exactement. permettent aujourd'hui à des PME de disposer de ces technos. Est-ce que c'est pas en même temps du sharing d'imprimantes qui ferait que plusieurs librairies vont pouvoir se mettre sur une imprimante dans un même quartier, par exemple, je sais pas. Enfin, on imagine sur l'île avec le Furet, par exemple, il y a il y aurait effectivement qu'il y aurait peut-être dans un magasin, puis il suffit de se déplacer 5 minutes après aller chercher. Tu parles du Furet du Nord, c'est Oui, c'est justement Oui, mais c'est si on une grosse chaîne. Si on prend C'est l'exemple, par exemple, d'une librairie qui est à Brest, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est dans une région où il y a des librairies après dans d'autres petites villes assez lointaines, ils se sont fédérés entre eux. Il y a la plus importante de Brest a pris l'initiative. Oui, et elle a Et fédéré donc, tout le monde. et elle a fédéré, je ne sais plus combien de librairies tout autour, mais une cinquantaine, je crois. Bon, ben voilà, sur un grand rayon Oui. où les gens peuvent de l'une commander, Dans aller l'autre, chercher dans l'autre. Et en plus, ils ont mis ensemble des forces. En tout cas, ils démarrent cet exercice. Et ils ont mis aussi, évidemment, e-boutique et tout. Et les gens peuvent passer, commander en ligne, passer prendre le livre à la librairie 30 km plus loin quand ils vont faire leur course le samedi, etc., etc. Donc, il y a des initiatives, on va dire presque personnelles, qui sont Intéressantes et qui fédèrent. Et qui vont donner sans doute des exemples et qui vont permettre de s'ouvrir un petit peu. Je pense que les libraires, ils ont très envie, ils ont envie de... C'est des passionnés. Ils ont envie de continuer à être... Porteur d'une culture. Voilà, porteur, d'être dans le service, parce que c'est ça en fait, un libraire, c'est du service. Oui, alors, encore une question pour aller vers la fin de notre propos aujourd'hui. On a vu le livre papier, on a vu la location, le livre numérique, à qui ça s'adresse, etc. Moi, autour de chez moi, j'habite pas au centre de Paris, et non. Donc, il y a des points de vente importants au niveau du livre, notamment pour les livres d'actualité, ce sont les hypermarchés. Ils ont une capacité, ils ont une force de frappe très importante, ils ont des moyens très importants, et puis surtout, on y passe un temps à l'intérieur de l'hypermarché, peut-être entre, je ne sais pas les chiffres, mais entre 10 et 30 minutes pour faire ses courses. On sait que quand on rentre dans un hypermarché, le premier rayon que l'on voit, c'est le rayon culturel. Ouais. Alors, est-ce que les hypermarchés, avec justement cette technologie du print on demand, la capacité d'investir dans quelques machines à 100 000 euros, c'est pas très grave, et de proposer à ses clients l'impression, je rentre dans le magasin, je choisis un livre, je continue à faire mes courses, à acheter et je le récupère à la caisse. Ça pourrait être, encore une fois, dans la perspective future, un redoutable challenger pour à la fois Amazon, mais alors pour les librairies également. Pour les librairies qui, elles, n'ont pas de place, on revient toujours au même problème de place. Problème de place, et qui n'ont pas les mêmes non plus visibilité et non plus le même trafic, parce qu'il faut bien dire qu'un hypermarché, on y va de manière presque quotidienne, donc par nécessité. Donc pourquoi pas, c'est vrai, surtout qu'il y a quand même des grandes chaînes qui ont développé des concepts voyage, bijouterie, pharmacie, bien identifiés, bien cadrés. Donc si la grande distribution décide d'allouer un espace peut-être un peu plus convivial que ce qu'on voit là avec leur linéaire pour l'instant, parce que c'est pas très engageant malgré tout. Et je pense qu'ils ont en effet tout ce qu'il faut. La logistique. Ce qui va leur manquer, c'est l'expertise en fait. C'est-à-dire la capacité d'un libraire à être expert, et on va rechercher cette expertise. Là, c'est plus, on sait déjà ce qu'on veut, on va le choisir, ou le dernier livre à la mode et on peut l'imprimer. Mais dans les faits, on aura moins ce rapport humain
et proximité, même si certaines techniques de formation font qu'aujourd'hui, Voilà, la exactement. grande distrie se positionne aussi en expert, entre guillemets, avec des chefs de rayon de plus en plus qualifiés. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, la boutique de proximité, finalement, fait paraître quand même une visibilité d'expertise du vendeur. Donc peut-être aussi un moment, c'est ça qui va faire la balance. Est-ce que l'avenir et la survie finalement, même si le print on demand est là, des librairies qui pourraient disposer de cette fonctionnalité ne résident pas uniquement dans l'humain, l'expert, et cette place un petit peu qui crée un certain égrégore et qui ferait qu'on arriverait à avoir voilà, un vrai lieu social, quoi. La librairie, en fait, le libraire, fondamentalement, il est gardien du patrimonial culturel. Et donc, c'est vrai que si on vient l'interroger sur un titre qui date d'il y a 30 ans, sur tel sujet très très pointu, évidemment qu'il aura plus de chances de savoir répondre et qu'il va se créer un vrai lien de partage avec le lecteur. On ne trouvera pas ça dans un hypermarché, mais les hypermarchés vont pouvoir en fait prendre tout ce qui est livre de loisirs, entertainment, etc. Quoi. Enfin, faire de la consommation, du livre plus consommation et moins connaissance. Je pense que la librairie, elle doit garder son rôle tout en allant vers la technologie, mais elle doit garder son rôle de gardien du savoir, un petit peu de temple du savoir. C'est-à-dire que donc la librairie 2.0, ça reste de l'humain, mais peut-être avec de la data pour pouvoir mieux servir son client aux usages actuels. Par rapport à ses attentes et par rapport à ce qu'il a déjà commandé, que ce soit chez eux ou chez un autre. Mais d'un autre côté, que ce soit Amazon en ligne, ou que ce soit Amazon avec des points de vente physiques, ou que ce soit des hypermarchés, ils ont face à eux quand même des systèmes d'intelligence artificielle qui ont la propension à être en capacité de nous proposer ou de répondre astucieusement à nos questions. Oui, Et avec le bot store de Facebook, eh bien, j'aurai un grand libraire et je lui pose la question, qu'est-ce que tu as comme titre? Voilà. Et qu'est-ce qui me plairait en fonction de ce que j'ai pu consulter récemment, etc. Enfin, on peut imaginer un extra profilage où la data viendra accompagner l'hypersegmentation du lecteur, ce qui peut être passionnant. Je dirais. Après, ça aura des conséquences de toute façon en termes de business, en termes de changement sur le secteur, il faudra s'adapter. L'évolution de la chaîne. Mais on est sur quelque chose de changement constant, et je pense que là, par contre, il va être exhausté. Donc là, on pourrait conclure que le livre, c'est comme le lièvre et la tortue. L'important, c'est d'anticiper et de partir devant. Et d'anticiper, oui, ça, c'est... Et c'est peut-être un petit peu le problème pour l'instant de ce secteur. Mais bon, je sais qu'il existe des commissions où des gens se mettent autour de la table et où il y a les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs, enfin, donc ça discute. Ça c'est poussé par le syndicat national du livre, etc., qui cherche vraiment à faire quand même émerger des idées, à débloquer la situation. Voilà, le risque, c'est qu'ils se fassent déborder par l'oreille droite ou l'oreille gauche par justement des pure players ou des Amazon. Des barbares qui seront en mesure de claquer des doigts. C'est pour ça que finalement, même si Amazon a acheté un froid avec sa page à 1 centime en noir et blanc et sa couverture à 6, ce qui fait qu'un livre de 300 pages, il va coûter 3,50 €. C'est des petites piqûres de rappel qui sont intéressantes. Ne jamais se reposer sur ses acquis. La comfort zone sur ce type de secteur, sur le marché de la culture en général, n'existe pas. Je pense qu'il faut arrêter de considérer qu'on peut fonctionner comme il y a encore 20 ans, 30 ans ou 50 ans, qu'à un moment les modèles doivent bouger, les modèles doivent évoluer, parce que c'est une nécessité de survie que de s'adapter. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se restructurer dans l'ensemble, parce que la restructuration est nécessaire à l'évolution pour s'adapter au marché. On est dans une évolution presque néo-darwinienne de la culture. Voilà, exactement. Ça aussi c'est placé, oui, c'est bon. On a beaucoup parlé d'Amazon, mais pour finir, je voulais dire... ah oui, tu avais un propos intéressant. Oui, à propos. Et Google Book, qui a défrayé la chronique parce qu'il numérisait des tas de catalogues, des tas de contenus de bibliothèques, des tas d'œuvres du domaine public. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a justement, par rapport aux éditeurs, par rapport à une forme de danger sur une forme de violation du droit d'auteur perçue par eux, est-ce que Google aujourd'hui a gagné une partie des batailles? Est-ce qu'il continue? Comment il se positionne? Alors en tout cas, au niveau des États-Unis, ils viennent de gagner une bataille face aux auteurs qui dure depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ils peuvent continuer à numériser tous les titres. Donc, dans les faits, c'est la future bibliothèque mondiale. Ouais.
Alors là, par contre, c'est de la bibliothèque entièrement numérique. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc ça, c'est pour les Pour l'instant, ils 20% impriment pas. Mais voilà. parce que leur logique, C'est une logique de c'est stockage, une logique de cloud, c'est une stockage, logique de Oui. sauvegarde du patrimoine de l'humanité. Enfin, c'était à peu près ça leur concept au départ. Ouais. On sauvegardait l'humanité numériquement. C'est presque mormon comme concept. Ouais, c'est voilà, on n'ira pas C'est une chercher. hégémonie. Qui pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo avec un Exactement. philosophe. Parce que Non, sinon, on repart encore sur 50 minutes. Non, c'était bien. Est-ce qu'on a tout dit? Oui, je crois qu'on On a en fait le dit tour. beaucoup. On en a C'était dit une beaucoup, vidéo en tout cas. absolument passionnante à tourner. On a en tout cas très belle préparation, Lionel et Pascal. Et bien, écoutez, on était en direct de l'Institut de l'Internet et du Multimédia au pôle universitaire Léonard de Vinci. On vous remercie pour vos commentaires, pour vos messages. On vous remercie également de nous suivre directement sur notre chaîne YouTube. Voilà, beaucoup de choses. C'est une aventure absolument passionnante. On vous parlera du livre dont on a parlé très brièvement en quelques phrases, dès lors qu'il sera un peu plus abouti. Mais encore une fois, il va y avoir des choses passionnantes qui vont venir dans les prochains mois. En tout cas, merci Pascal de nous avoir rejoints Merci de aujourd'hui. m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. On se reverra très bientôt. Merci Lionel. À Et très puis bientôt. écoutez, merci à tous. On Merci se à dit tous. à très Merci. vite. Bye bye.